Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Force, les amis. J'espère que vous allez bien, passer de bonnes vacances. Écoutez, donc aujourd'hui, j'ai un sujet vraiment très positif à aborder avec vous. C'est vraiment l'adoption de masse des crypto-monnaies qui arrive, qui est imminente. On ne le voit pas forcément parce qu'il y a quelques événements positifs et des événements négatifs comme notamment le régulateur américain, la SEC, qui continue d'essayer d'entraver le développement de l'industrie crypto aux États-Unis. Et donc c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans l'actualité crypto. Mais sinon pour le reste, il y a énormément dans le reste du monde et même aux États-Unis, on va voir comment et pourquoi de très bonnes nouvelles sur les 2 derniers mois étalés et même début d'année 2023. Donc on voit que 2023, en fait, c'est vraiment l'année de la démocratisation à l'échelle institutionnelle déjà des crypto-monnaies. Et on le sait très bien qu'à partir du moment où les institutions, les entreprises et même les gouvernements, du moins certains, choisissent de légaliser quelque chose, eh bien c'est la première étape en fait dans la démocratisation de cette chose et en l'occurrence ici des crypto-monnaies, par la suite qui seront ouvertes aux foyers, aux particuliers, etc. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment le top départ, et vous allez voir comment, pourquoi. J'ai tout simplement fait la liste de tous les points positifs qui sont arrivés dans l'écosystème des crypto-monnaies sur les 2 derniers mois, c'est-à-dire donc juin-juillet, vous allez voir un petit peu d'août également, du moins début août. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa à voir, ça fait du bien forcément pour les crypto-monnaies. Bon, bah écoutez, c'est parti, mais bien sûr, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à voir mon trailer. Donc j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude si vous voulez retrouver, le lire à tête reposée. Donc l'adoption de masse des cryptos est imminente et voici pourquoi. Je vais vous expliquer. Donc il faut savoir que là, c'est ça, c'est le paradoxe total, c'est que début d'année 2023, c'est-à-dire de janvier à mars, ça a été vraiment l'enchaînement de mauvaises nouvelles pour l'industrie crypto, avec notamment surtout en ligne de mire les plateformes exchange aux États-Unis qui sont attaquées par la SEC. Enfin, toutes les mauvaises nouvelles, au final, ont surtout été prises aux États-Unis, où vous avez le régulateur américain qui essaye de réprimer, de faire une répression sur l'industrie. Et donc, c'est pour ça que, paradoxalement, le contraste est encore plus frappant quand on voit, par exemple, les nouvelles qui sont arrivées en juin, juillet et là, août, ça n'arrête pas, c'est des bonnes nouvelles. Donc, j'ai fait la liste, vous allez voir, et je vais commencer par les actualités en l'ordre chronologique un peu, avec les nouvelles de juin 2023. Donc la première nouvelle, vous pouvez le voir ici, c'est que les particuliers en fait ont obtenu la possibilité de trader des crypto-monnaies à Hong Kong, alors que je rappelle que Hong Kong est sous la juridiction de la Chine. Et ça veut dire ce que ça veut dire du coup, ça veut dire que la Chine, eh bien la première étape dans sa politique sur les crypto-monnaies, parce que je rappelle que la Chine a interdit tout trading de crypto-monnaies sur son sol. Au point même de devoir interdire les VPN, etc. Il y a même des contrôles de police dans les métros où ils vérifient si vous avez l'application VPN encore sur votre téléphone. Et si vous avez un VPN sur votre téléphone, vous allez en prison, vous avez une amende en Chine. Pour vous dire vraiment le délire dans lequel ils sont. Donc ça veut dire que là, la Chine, qui a interdit les crypto-monnaies à la base sur son sol, eh bien avec Hong Kong, est en train de faire un rétro-pédalage, mine de rien, on va voir comment. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Hong Kong, alors j'ai l'article sous les yeux, bien entendu, que je vais vous montrer. J'ai énormément d'articles à vous passer, de sources, si ça veut bien se lancer. Tac. Voilà. Donc, article de Bloomberg, les amis, Hong Kong laisse les investisseurs donc trader des crypto-monnaies avec des nouvelles règles. Bon, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est à partir du 1er juin, pour vous dire le premier jour de juin. Et enfin, deuxième article pour vous montrer tout l'aspect géopolitique lié à la Chine et les crypto-monnaies. Donc là, hop, perspective monde, vous voyez rétrocession de Hong Kong à la Chine. Donc vous voyez bien que voilà, après plus d'un siècle et demi sous contrôle britannique, l'île de Hong Kong est rétrocédée à la Chine. Ce geste fait suite à une entente conclue entre Londres et Beijing en 1984. En fait, petite période historique là, petit cours d'histoire en même temps. Mais vous voyez, donc ça fait que depuis 1997, comme vous pouvez le voir ici,
eh bien, ou 1984 plutôt, eh bien, Hong Kong fait partie de la Chine, clairement. Donc on voit que là, peut-être qu'Hong Kong fait partie du prologue de la Chine, ou l'expérience de prologue de la Chine pour réintégrer les crypto-monnaies sur son sol. Pourquoi pas. Ensuite, deuxième nouvelle, quand même, là cette fois en Europe, donc la banque allemande Deutsche Bank, qui gère quand même 1300 milliards d'euros en Europe, dépose une demande de licence crypto en Allemagne. Là aussi, c'est vrai qu'on a déjà oublié, mais c'est quand même pas rien, parce que la Deutsche Bank, comme vous pouvez le voir, c'est un gros poids lourd du secteur, et surtout en Europe. Donc là, je vous montre journalducoin.com, l'article Banque et Bitcoin. La Deutsche Bank est une demande de licence crypto en Allemagne. Ça, vous voyez, c'était le 21 juin 2023. Bon, je continue les amis. Le fonds capital de risque américain Andreessen Horowitz. Alors c'est vrai que c'est pas très connu, parce que là, il faut vraiment être plongé dans le milieu des arcanes financières, etc. Mais Andreessen Horowitz, c'est vraiment un gros gestionnaire de fonds, hein, capital risque, et qui gère, comme vous pouvez le voir, 35 milliards de dollars, c'est quand même pas négligeable. Et bien, ils ont choisi Londres, vous voyez, comme terre promise, pour leurs futures activités crypto. Et donc, les capitaux liés aux crypto-monnaies fuient en fait la répression de la SEC. Donc là, on se retrouve dans le cadre de juin où effectivement, il y a les répercussions, il y a les conséquences des actes de la SEC contre les plateformes exchange, notamment aux États-Unis et l'industrie crypto. On le voit très bien. Donc là, j'ai un article, et vous allez voir, c'est carrément un article de leséchos.fr qui le déclare. Je vous le montre là. Les Échos, vous voyez, l'américain Andreessen Horowitz choisit Londres pour développer sa branche crypto. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Donc ça veut dire que l'Europe, mine de rien, est en train de se transformer en hub crypto petit à petit. Ensuite, et là on arrive au dur du dur, je dirais, BlackRock. Ça, vous savez forcément, vous en avez entendu parler, mais donc BlackRock, le gestionnaire d'actifs qui pèse quand même 8000 milliards de dollars, un des plus gros, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, hein, qui dirige le monde, donc par conséquent, eh bien, a fait une demande de TF Bitcoin spot aux États-Unis, et donc c'est la première fois, c'est ça le plus important, que BlackRock se rapproche autant du Bitcoin, et c'est surtout la première fois qu'une entreprise du calibre de BlackRock en fait dépose ce genre de demande d'ETF Bitcoin spot. Donc là, c'est pas tout, c'est qu'en parallèle de ça, vous avez carrément BlackRock qui a fait une demande de partenariat avec Coinbase pour justement eh bien, développer ses activités, vous voyez, au niveau des ETF Bitcoin. Donc là, on a encore un article du journalducoin.com, BlackRock s'allie à Coinbase pour son ETF Bitcoin, alors que Coinbase est actuellement attaqué, hein, en justice en tout cas, par la SEC, le régulateur américain, dans le même temps. Donc c'est assez phénoménal ce qui se passe. Ensuite, je rappelle, hein, qu'il n'y a pas que BlackRock qui s'est jeté sur les ETF Bitcoin Spot, il y a également beaucoup d'autres eh bien, entreprises du même genre, avec comme par exemple Citadel, Fidelity, etc. Et vous avez même Citadel, Fidelity et Schwab qui ont lancé une plateforme exchange, leur propre plateforme exchange crypto qui s'appelle EDX et qui est destinée cette fois aux entreprises et aux institutionnels. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément entendu parler parce que c'est pas lié aux particuliers. Mais c'est quand même pas rien. Donc je vous montre bien sûr l'article en source. Là, vous voyez Coindesk, un article Coindesk, l'exchange crypto. Donc, renforcé par Fidelity, supporté par Fidelity, Schwab et Citadel, en fait, se lance pour des investisseurs additionnels, c'est-à-dire en fait des investisseurs professionnels, d'institutionnels, etc. Donc, c'est quand même pas rien. Vous voyez, ça c'était au 22 juin 2023. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous voyez, en juin, on avait vraiment que des très bonnes nouvelles par rapport au début d'année 2023 qui était assez catastrophique. Et on se demandait même à quelle sauce allaient être mangées les crypto-monnaies aux États-Unis. Bon, maintenant je passe à juillet, là vous allez voir, c'est que le début. Hein. On s'échauffe tout doucement pour les bonnes nouvelles crypto. Donc après, en juillet 2023, là c'est carrément, on comprend même plus ce qui se passe. Hein. On passe à le Bitcoin, c'est pour les bandits, les méchants, les criminels, tout ce que vous voulez. Et d'un coup, vous avez donc le PDG de BlackRock, Larry Fink, lui déclare calmement, donc là vous voyez j'ai l'article, je vais vous montrer. Calmement, là j'ai un article de l'écho, comme on peut voir.fr, Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui a fait volte-face sur le Bitcoin. Et effectivement, il a même fait plus que volte-face.
Il a déclaré que le Bitcoin est un actif de classe internationale et qu'en plus, il permettait d'être une monnaie refuge quelque part à l'inflation. Ah, donc carrément. Et plus que ça encore, c'est que j'ai oublié, Larry Fink a déclaré que le Bitcoin c'était l'équivalent de l'or numérique, enfin, que les crypto-monnaies même en termes général faisaient office de valeur refuge par rapport à l'inflation au même titre que l'or physique. Quand même pas rien. Et enfin, il déclarait également que la demande de Bitcoin effectuée par BlackRock en juin permettrait de démocratiser les crypto-monnaies. Donc quand je vous dis que nous sommes à un tournant simplement dans la démocratisation, l'adoption de masse des crypto-monnaies, c'est tout simplement parce que c'est pas moi qui le dis, c'est parce que c'est des gens comme Larry Fink, PDG donc de BlackRock, société en fait qui dirige le monde sur l'aspect financier, puisque je rappelle, hein, je vous apprends rien, c'est que le monde aujourd'hui, il n'est pas dominé par les politiques. Hein. Les politiques, c'est des pantins. Clairement, ils ne servent à rien, si ce n'est juste à représenter et à être des intermédiaires. Mais les vrais, ceux qui dominent le monde, qui prennent les décisions à l'échelle, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. C'est les gens qui possèdent l'argent et donc derrière le pouvoir et qui, eh bien, donnent leurs ordres, hein, on va dire, aux personnages politiques. Et c'est pour ça que vous avez des castes derrière des élites et que vous avez beaucoup d'événements qui se déroulent, qui sont complètement incohérents vis-à-vis des politiques, mais c'est parce que derrière, vous avez, c'est pas les politiques qui prennent des décisions, notamment même au niveau de la France. Je vais peut-être m'avancer un petit peu, beaucoup, mais quand on voit les décisions qui sont prises là par la France, notamment Emmanuel Macron a récemment décidé de vendre une des plus grosses entreprises de France, encore récemment, là, mais qu'il l'a fait plusieurs fois déjà, contre les avis des renseignements généraux, contre les avis de toute une panoplie d'experts en France, et pourtant il l'a fait, et il a vendu ça à une entreprise américaine. Donc là, on peut se poser réellement des questions sur est-ce que ces gens-là, en fait, derrière ceux qui dirigent le monde, visent les intérêts de l'Europe, les intérêts, non. Ils visent les intérêts de leurs entreprises, ils visent les intérêts, leurs propres intérêts, et ça ne converge pas du tout avec les intérêts des nations, des peuples concernés. Et c'est exactement ce qui se passe au final en Europe, on le voit bien, avec la guerre en Ukraine, qui est alimentée de plus en plus par les États-Unis, au niveau des armes, de l'armement, de machin. L'Europe, qui a la botte des États-Unis, clairement, on le voit très bien, qui joue le jeu des Américains à son propre détriment à elle, puisqu'on n'arrête pas d'envoyer de l'argent, des munitions, des équipements militaires en Ukraine. Ils se font démolir en plus, malheureusement, hein, ils se font démolir pour rien. Et derrière, qui c'est qui paye? C'est l'Europe. Alors que nous, en Europe, on est extrêmement endettés. Déjà, on n'arrive même pas à s'en sortir avec nos propres dettes. Donc tout ça, ça arrange au final en Europe ce conflit en Ukraine. On voit bien qu'il n'arrange personne en Europe. Par contre, il arrange les Américains, clairement. Et pareil, quand on va voir le conflit au Niger, quand on va prendre là, c'est actuel, vraiment, c'est vraiment actuel, donc c'est un peu compliqué de faire déjà un retour, un recul là-dessus. Mais déjà, qui c'est qui est perdant dans l'affaire? Déjà, tous les pays africains déjà sont perdants, parce que s'ils sont au bord de la guerre, ça va être une catastrophe pour les peuples africains. Donc, qui c'est qui tire les ficelles? En fait, c'est les États-Unis, mais également la France qui a des intérêts là-bas, hein, comme par hasard. Donc c'est toujours pareil au final. Donc bon, pour en revenir à nos moutons, pour vous dire pourquoi, en fait, à partir du moment où tu as une entreprise comme BlackRock et son PDG qui déclare qu'on est au bord de la démocratisation, ou du moins qu'ils veulent, ça le plus important, qu'ils veulent démocratiser les crypto-monnaies dans le monde, eh bien, c'est que ça va le faire. Voilà, on y est quoi. Et donc, bien sûr, j'ai un article à vous montrer pour vous prouver tout ça. Voilà, donc là j'ai un article de cryptost.fr, le Bitcoin et l'or numérique d'après le PDG de BlackRock, simplement. Donc à partir du moment où il a dit ça, mais en fait il a tout dit, le monsieur. Bon, je continue les amis. Bien sûr, dans la même foulée, eh bien vous avez Ripple, donc je rappelle l'entreprise derrière le XRP qui gagne son procès au bout de 3 ans quand même de procès. Donc le premier round est gagné par Ripple et donc ça quand même quelque chose d'assez fort, hein. C'est un symbole assez fort dans l'industrie crypto parce que d'ailleurs je rappelle qu'il y avait tout l'aspect de juridiction entre est-ce que le XRP est un titre financier ou pas. La SEC, c'est-à-dire le régulateur américain, attaquait justement Ripple
parce qu'ils considéraient que le XRP était bien un titre financier et donc tombait sous leur juridiction à eux. Or, ce n'est pas le cas, clairement, et c'est le tribunal américain qui a statué sur le fait que finalement, non, le XRP étant un token, enfin, une crypto-monnaie digitale qui n'a rien à voir avec les titres financiers que l'on connaît classiques, eh bien, n'a pas à tomber dans la juridiction de la SEC puisqu'il n'est pas à considérer comme un titre financier. Et ça, c'est très important dans le cadre, pas que pour le XRP, le Ripple et la communauté XRP, les investisseurs du XRP, mais également pour toute l'industrie crypto, puisque derrière, la SEC justifiait quelque part son combat contre Ripple et XRP pour généraliser son combat à toutes les autres crypto-monnaies en disant, eh bien, toutes les autres crypto-monnaies qui ont une manière un petit peu centralisée avec une entreprise, une fondation derrière, eh bien, doivent être considérées comme des titres financiers. Or, vu que Ripple a gagné son procès, eh bien, il y a jurisprudence désormais, et donc, les crypto-monnaies sont il y a moins de chances, moins de probabilités qu'elles soient considérées comme des titres financiers désormais. Et tombent donc sous la juridiction de la SEC, qui elle n'a qu'une envie, c'est de réprimer, de faire une répression de l'industrie crypto. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les amis, dans le sens général, et ça va comme par hasard avec le sens de BlackRock, etc. Bien sûr, cette affaire-là est à prendre quand même avec des pincettes parce que le procès n'est pas terminé sûrement. Il va sûrement y avoir un appel de la part de la SEC. Donc on risque d'avoir pour encore 1 an, 2 ans de procès. Et en plus, peut-être que les prochains juges n'auront pas la même vision des choses et peut-être qu'ils statueront sur le fait que oui, le XRP peut-être est un titre financier. Donc ce point-là, il est positif à l'instant T, mais on ne sait pas que ça va donner exactement sur le long terme, qu'il y a trop d'inconnus encore. Voilà. Donc bien sûr, j'ai l'article sous les yeux, les amis, pour vous prouver tout ça. Hop, hop, Coin Tribune, vous voyez, boum, Ripple gagne son procès contre la SEC. Ça, c'était au 13 juillet 2023. Très bonne nouvelle. Continue. Ensuite, toujours en juillet 2023, hein, pour le coup, la Société Générale, j'en avais déjà parlé effectivement aussi, est la première entreprise européenne à obtenir l'agrément PSAN, c'est-à-dire un statut supérieur à l'enregistrement PSAN. Déjà, il faut savoir que le statut de PSAN, ça veut dire prestataire des services des actifs numériques. Ça veut dire que toutes les entreprises qui veulent proposer des services liés aux actifs numériques, elles doivent être au minimum actuellement enregistrées PSAN. Or, beaucoup d'entreprises sont enregistrées PSAN, même Binance, en France a été enregistré PSAN, si je dis pas de bêtises. Également d'autres entreprises, des plateformes exchange, bien surtout, notamment Bitpanda, CoinHouse, etc. Mais avec la loi MiCA qui va sortir en Europe entre 2024 et 2025, eh bien, ce statut d'enregistrement PSAN ne suffira plus. C'est-à-dire que la loi MiCA exige qu'il y ait au minimum un agrément PSAN, c'est-à-dire vraiment quelque chose de supérieur. Et là, eh bien, vous avez Forge, la filiale de la Société Générale, qui a été la première société en Europe et même en France à obtenir cet agrément PSAN attribué par l'autorité des marchés financiers, notamment en France. Du coup. Donc c'est une très bonne également nouvelle, même si un peu de l'hypocrisie hein, de la part du système, parce qu'on sait très bien que la Société Générale, ils ont été condamnés à des amendes, en veux-tu, en voilà, pour fraude et pour ce que vous voulez. Mais eux, ils n'ont pas eu aucun problème pour obtenir d'un coup l'agrément PSAN, enfin à travers leur filiale, bien sûr, Forge. Mais ça reste quand même une très très bonne nouvelle, bien évidemment, les amis, pour l'industrie crypto, notamment en Europe également. Donc, je vous montre l'article. Voilà, Capital, Crypto, Société Générale, Forge obtient le premier agrément PSAN de l'AMF, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je continue du coup avec les bonnes nouvelles hein, du mois de juillet, rien que sur le mois de juillet. Ensuite, Vanguard. Donc Vanguard, je rappelle que c'est une société comme BlackRock. Et Vanguard gère 7700 milliards de dollars précisément en 2023. Donc c'est le même calibre, hein, vous l'avez vu, que BlackRock qui gère de son côté à peu près 8000 milliards, à peu près la même somme. Et donc Vanguard, qu'est-ce qu'elle a fait la société? Elle a investi 300 millions de dollars dans le minage de Bitcoin hein, à travers la société Riot Platform. Et bien sûr, donc, je vais vous montrer tout ça. Being Crypto, hein, c'est l'article de Being Crypto. Hop.
Tac. Voilà. Being Crypto, Riot et Bitcoin. Donc, vous voyez les actions en fait du minage, enfin, de la société de minage Riot, eh bien, a explosé, clairement, hein, après que Vanguard en fait a acquis plus de 10% de ses parts. Assez incroyable. Ça, au même moment que BlackRock agit de son côté avec les ETF Bitcoin Spot. Donc on voit vraiment qu'il se passe quelque chose. Et en fait, le top départ a été lancé, hein, clairement pour essayer de gratter au maximum sa place, sa part du gâteau dans le marché des cryptoactifs et surtout du Bitcoin, comme vous pouvez le voir. Bon, ensuite, Premier ministre japonais, là on passe au Japon, a déclaré qu'une grande société japonaise est prête à investir dans le métavers, et surtout dans un projet métaverse révolutionnaire. C'est-à-dire que vous avez quand même un truc de fou, c'est que le Premier ministre en personne japonais déclare à la télévision, dans tout le monde, qu'il adorait le Web 3.0, que le Japon adore le Web 3.0, et qu'il y a une grosse société, donc on imagine japonaise, hein, imagine, eh bien, était prête à carrément créer un projet multi-société apparemment qui serait lié au métavers. Donc en fait, ils veulent faire quoi les Japonais? On imagine très bien, ils veulent créer un Internet bis basé sur le métavers, parce que c'est vrai que les Japonais sont très en avance, ils ont toujours été très en avance sur tout ce qui est jeux vidéo, effets spéciaux, animation, dessins animés, tout ça. C'est vrai qu'ils sont très forts là-dedans, manga par exemple. Et on imagine très bien que eux, ils seront très forts pour développer un métaverse avec une réalité virtuelle peut-être, et se plonger dans des jeux en version 3D, comme dans les films de science-fiction, quoi. Comme dans le film Ready Player One. Donc si vous l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous invite à le voir. Ready Player One, c'est vraiment peut-être que sont en train des projets sur lesquels sont en train de travailler ce genre de société qui brasse des milliards. Bon, ensuite, très important, là, vous n'avez peut-être pas entendu parler, donc fin juillet, une loi américaine vient protéger les investisseurs crypto qui ont des modes de détention auto-hébergés. Donc ça, c'est vraiment, quand j'ai vu cette nouvelle, je suis tombé de l'armoire, parce que une extrêmement bonne nouvelle, hein, parce que par exemple, là aux États-Unis, ils sont en train de s'en prendre plein la figure au niveau de l'industrie crypto. Par contre, en parallèle, eh bien, vous avez cette loi qui vient plus, encore mieux protéger les détenteurs de crypto-monnaies que nous en Europe, malgré la loi MiCA. Donc en fait, je vous explique, déjà, il faut savoir que vous avez la possibilité aujourd'hui avec vos crypto-monnaies de les mettre sur ce qu'on appelle des portefeuilles auto-hébergés, c'est-à-dire hors des plateformes exchange, comme avec des technologies, des clés USB, entre guillemets, hein, je vulgarise le truc, comme Ledger et Trezor. Ou même, vous avez des portefeuilles numériques disponibles sur des extensions de Chrome sur Internet, ça s'appelle MetaMask par exemple, et vous pouvez effectivement transférer vos crypto-monnaies dessus, mais là c'est peut-être un petit peu plus risqué au niveau des hacks, etc. Et si vous perdez votre ordinateur, bon, voilà. Sauf que là, dans ce cadre-là, eh bien, vous avez carrément cette loi américaine qui a décidé, bah, finalement, toutes les personnes qui détiennent du Bitcoin ou des crypto-monnaies sur ces portefeuilles-là de type hébergé hors des plateformes exchange, eh bien, ils ont le droit, et il y a même une loi désormais qui vient encadrer cet aspect-là, qui vient protéger les Américains sur cet aspect-là. Là, c'est un truc de fou parce que nous, en Europe, notre loi MiCA, elle fait l'inverse. Notre loi MiCA, elle surveille en encadrant, bien évidemment, mais bon, faut dire ce qui est, hein, ils nous ont fait passer la pilule, quoi. Mais ils n'ont pas laissé le choix, ils disent à partir du moment avec la loi TRF qui accompagne la loi MiCA en Europe, eh bien, tous nos portefeuilles auto-hébergés, à partir d'une certaine somme, parce que je crois que c'est 1000 euros, mais si je vous peut-être des bêtises, ça à vérifier, mais à partir de 1000 euros, eh bien, ces transactions-là doivent être déclarées et c'est les plateformes exchange qui les déclareront à partir du moment où vous faites une transaction, par exemple d'un portefeuille auto-hébergé comme MetaMask ou Ledger ou Trezor vers une plateforme exchange. Et si c'est à partir d'une certaine somme, la plateforme exchange aura l'obligation de déclarer cette somme-là à l'État. Ah. Vive la liberté, hein, c'est clair. Bon, donc déjà pour vous dire quand même, grosse nouvelle aux États-Unis, dans un moment où la SEC, par contre, se déchaîne. Ça qui est assez phénoménal. Je vous montre l'article pour vous prouver bien sûr tout ça. Alors non, ça c'était l'article d'avant, pardon, j'ai oublié de vous montrer l'article précédent. Là, c'est un article de coins.fr, une grande société japonaise va annoncer un projet métaverse. Vous voyez? Et par contre, l'article que je voulais vous montrer, tac, 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 c'est celui-là.
Cryptost.fr, gardez vos pièces. Une loi américaine protège le droit au portefeuille auto-hébergé. Voilà, c'est exactement ça. Donc aux États-Unis, eh bien aujourd'hui, les Américains sont plus protégés que nous en Europe, malgré le fait qu'ils n'ont pas de régulation sur ce plan-là. Donc c'est assez quand même assez chaud. Bon, ensuite, l'entreprise MicroStrategy, donc détenue par Michael Saylor, hein, qui est cofondateur, eh bien, a acheté encore une fois 467 bitcoins et donc possède au total dans son portefeuille d'actifs 152 800 bitcoins. Quand même assez, quand même pas négligeable. Donc on voit que là, la stratégie de MicroStrategy, c'est encore une fois, et toujours, c'est d'accumuler le maximum de bitcoins. Voilà encore un article de cryptost.fr, MicroStrategy acquiert 467 bitcoins sur le mois de juillet et compte vendre des actions pour en acheter encore plus. Donc ils sont prêts à vendre carrément des actions d'entreprise pour acheter du bitcoin. Donc pour vous dire à quel point les institutionnels en ce moment et les gouvernements, enfin cet aspect-là des choses ont compris simplement que, et après je vais vous en parler en conclusion, pourquoi à mon avis, à mon humble avis personnel, ils sont en train de se jeter dessus. Que bien sûr, il y a des raisons derrière. Si ce mec veut se faire du pognon, hein, bien évidemment, mais là on est en train d'assister à un tournant, non seulement dans l'aspect d'adoption de masse des cryptos, mais également dans l'aspect de la géopolitique mondiale. Et on le voit très bien quand il suffit d'allumer la télé, de voir qui nous tombe dessus pour constater qu'effectivement il se passe des choses. Donc on va en parler bien évidemment après. Ensuite, je continue. La plateforme exchange Coinbase, très important cette nouvelle les amis, a déclaré qu'elle cherchait à intégrer le Lightning Network, donc la couche de layer 2 du Bitcoin qui permet de rendre le réseau du Bitcoin plus scalable en accélérant les transactions tout en les rendant moins coûteuses. Donc je rappelle que le Lightning Network, comme j'ai dit, c'est une couche de type 2 qui vient se rattacher, qui vient se greffer à la couche principale du Bitcoin. Parce que je rappelle que toutes les crypto-monnaies principales du type Bitcoin, Ethereum, etc., eh bien, ce sont des blockchains de base, primaires, comme on dit, à laquelle on peut rajouter des petits bouts d'autres blockchains que les développeurs ont créés pour faciliter ou pour rendre plus efficace telle fonction sur la blockchain. Or, le Bitcoin, vous savez tous, à travers son trilemme, eh bien, il est sécurisé, il est décentralisé, mais il n'est pas du tout scalable. Et quand il y a trop de monde, d'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois, il y a trop de monde qui utilise la blockchain du Bitcoin, eh bien, le Bitcoin, il patine et il se bouchonne, en fait. Hein. Comme sur les routes, là, en ce moment, cet été, apparemment, c'est la catastrophe, c'est le bouchon sur les autoroutes. Bref, eh bien, c'est pareil pour le Bitcoin, quand il y a trop de monde qui l'utilise, il se bouchonne. Et donc, dans ce cadre-là, pour régler ce problème, qu'est-ce qu'ont fait les développeurs de la blockchain du Bitcoin? Eh bien, ils ont tout simplement créé une deuxième blockchain qu'ils sont venus greffer à la blockchain principale du Bitcoin, qui s'appelle le Lightning Network, qui est une couche du coup fille, qui est une blockchain fille. Et donc, comme avec ce Lightning Network, bien sûr, eh bien, comme je vous l'ai dit, il rend les transactions donc, plus rapides, moins coûteuses, et donc c'est pour ça que vous avez de plus en plus d'entreprises dans le monde, dans McDonald's, qui a adopté le Lightning Network dans ses modes de paiement en crypto-monnaie. Et là, vous avez donc Binance qui a déjà adopté et mis en place sa plateforme, le Lightning Network. Ça veut dire que quand vous voulez échanger du Bitcoin grâce à Binance, eh bien, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc avant, ça patinait et surtout, c'est très cher en termes de frais de transaction. Ce n'est plus le cas aujourd'hui grâce à ça. Et en plus, eh bien là, vous avez Coinbase qui adopte le pas à Binance et qui veut le mettre en place, enfin, du moins qui a déclaré en juillet qu'elle voulait le mettre en place. Et donc, on imagine que dans les prochains mois, Coinbase va proposer le Lightning Network pour tout ce qui est les frais, on va dire les échanges en Bitcoin sur sa plateforme ou à partir de sa plateforme. Donc, très très bonne nouvelle, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, les institutions commencent à adopter en masse, en fait, le Lightning Network et donc le Bitcoin par la suite derrière. Bon. Et enfin, donc là, attendez, je vous montre l'article, bien évidemment. Voilà, un article de Coindesk, Coinbase, donc pense à réfléchir à ajouter le Lightning Network du Bitcoin pour les paiements. Très bonne nouvelle. Donc, allez, je continue. Et enfin, dernière petite info, là c'était plus en août, début août, je l'ai rajouté. La Banque centrale d'Italie s'associe avec Polygon
pour rendre la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, accessible aux institutionnels. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le délire absolu. Donc, je vous montre l'article, hein, bien évidemment, de Coin Academy. Hop, voilà. Coin Academy, DeFi, la banque centrale d'Italie s'allie à Polygon et Fireblocks. Donc la banque d'Italie collabore avec Polygon et Fireblocks dans un projet DeFi innovant pour étudier les actifs tokenisés. Ça, c'était au 26 juillet 2023. Donc là, on est dans un cadre quand même de fou, hein, faut le dire quoi. Parce qu'on a même les banques centrales qui commencent à, plutôt que de taper désormais comme nous, la Banque Centrale Européenne, là, avec Christine Lagarde qui n'arrête pas de dire que le Bitcoin, c'est pour les voleurs, que c'est juste un scandale, que c'est pas une monnaie, surtout le Bitcoin, bah là, à force est de constater, la pauvre Christine Lagarde, qu'elle est totalement à côté de la plaque, pécheur. Parce qu'on voit que même le BlackRock et compagnie, en tant qu'institution financière, ils considèrent le Bitcoin comme un actif de classe internationale et comme étant analogue à l'or physique, mais là en or numérique. Donc là, c'est carrément un camouflé hein, pour Christine Lagarde, clairement. Et quand on voit qu'en plus la Banque centrale d'Italie s'associe avec une crypto-monnaie pour mettre en place des services peut-être derrière de tokenisation d'actifs, bah là on rigole, clairement on est mort de rire. Bon, donc du coup, on voit que ça s'enchaîne quand même les bonnes nouvelles, et entre-temps, et c'est ça qui est... C'est pour ça que là on va rentrer dans l'aspect où on prend du recul et on dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, en 2 mois, ils s'excitent tous là, ces gens-là, qui a pendant 5 ans, même 10 ans, ils n'ont pas arrêté de taper les mêmes, hein, exactement les mêmes, notamment même Larry Fink, il déclarait il y a quelques années que le Bitcoin c'était pour les criminels et que ça n'aurait aucune valeur jamais. Et d'un coup, le mec fait un virage à 360 degrés et il nous déclare finalement le Bitcoin c'est le meilleur actif du monde quasiment, analogue à l'or. Qu'est-ce qui se passe du coup? Bien déjà, il se passe que nous sommes dans un cadre géopolitique très perturbé en ce moment et surtout au niveau des banques. C'est là où il y a, je pense, déjà une première indice. Alors je rappelle que je n'ai pas la science infuse. Je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier hein, en investissement, loin de là. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif sur cette vidéo, donc j'insiste bien là-dessus. Et en fait, ce qui se passe, on pourrait dire, comme je dis, j'ai pas le boule de cristal, hein, mais je peux dire, je peux vous donner mon avis, c'est que avec la crise des banques et une crise bancaire qui est quand même toujours en arrière-plan, et je vous montre pourquoi, que j'ai 2 articles à vous montrer sur la crise bancaire là, et même avec des chutes, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le montre. Voilà, le CNN Business, un article de CNN Business. Banque, donc chute bancaire. La banque Kansas Heartland Street State Bank a été fermée par le régulateur américain, le FDIC, et ça c'était au 28 juillet 2023. C'était hier, hein. Enfin c'était il y a quelques jours, quoi. Il y a 2 semaines. Donc c'est-à-dire que c'est pas fini. Parce que vous savez, on a eu la période de 4 banques ont fait faillite en début d'année 2023, entre mars et mai 2023. Mais là, on voit que c'est pas fini, qu'en juillet, on a encore, malgré l'injection d'argent en masse de la Fed et également du gouvernement américain, eh ben, c'est pas fini, ça n'a pas suffi. Des banques régionales continuent de faire faillite aux États-Unis. Ça, c'est pas bon du tout, hein, clairement. Et surtout qu'avec ça, c'est pas la seule banque qui fait faillite en juillet. Il y a également un autre article que je vais à vous montrer. De l'écho, clairement, l'américaine PacWest Bank rachetée par Bank of California pour la sauver du naufrage. Et effectivement, la banque PacWest, ça fait un petit moment qu'elle battait de l'aile au niveau de ses actions bancaires. Et pas du tout étonnant qu'elle ait coulé. Et donc, pour éviter sa faillite définitive, c'est une banque plus petite, hein, la Bank of California, qui a racheté carrément la PacWest Bancorp, c'est-à-dire pour une poignée de pain. Et pour que une petite banque comme la Bank of California soit capable d'acheter une banque plus grosse qu'elle, ça veut dire que la banque plus grosse qu'elle a été vendue pour une poignée de pain, clairement. Donc voilà où on en est déjà au niveau du système bancaire américain. Et je vous rappelle qu'en Europe, on est mieux l'outil, mais on n'est pas non plus à l'abri à 100%, parce qu'il faut rappeler que là, le Crédit Suisse, eh bien l'affaire est encore en cours. C'est-à-dire que le Crédit Suisse doit être racheté par UBS,
mais ça se passe pas très très bien, ou du moins il y a des petites complications apparemment dans les choses. Ils vont licencier du personnel au Crédit Suisse, et le Crédit Suisse c'est quand même une des banques too big to fail en Europe, que si on laisse faire faillite, c'est la catastrophe pour le système bancaire européen. Donc là, on se retrouve dans un cadre où c'est la banque numéro 2 de Suisse, donc le Crédit Suisse, qui a été racheté par la banque numéro 1 de Suisse, UBS. Donc on voit bien que là, en une seule année, en 2023, on a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on a les crypto-monnaies qui sont en train de partir comme des fusées là, to the moon, en termes de démocratisation. Et de l'autre côté, vous avez les banques qui sont de moins en moins. Enfin, on voit que l'aspect, l'image intouchable des banques eh bien, est de plus en plus en train de s'écorner. Clairement, hein, à travers leur rachat, leur faillite aux États-Unis, etc. Et donc là, je vais vous montrer un article sur Twitter de Good Value, comme vous pouvez voir ici. Donc très intéressant, c'est le coût de la dette américaine. Donc vous savez que les Américains, ils ont 30 000 milliards de dollars de dette, qui est quand même assez énorme. Et je crois qu'ils sont déjà passés à 31 000, depuis le début de l'année, à 31 000 milliards de dollars. Ils ont déjà monté, ils ont pété le plafond encore. Et donc, ça veut dire quoi? Là, j'ai une petite courbe montrée par Good Value sur Twitter qui déclare en fait que c'est le coût de la dette américaine qui est en plus en train d'exploser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges d'intérêt ont augmenté de 50% sur une seule année, c'est-à-dire en 2023, et atteignent désormais la somme faramineuse de 1000 milliards de dollars par an. Ça veut dire qu'en fait, le poids de la dette américaine, eh bien, il y a un jour où les Américains, leur dette va leur coûter tellement cher au niveau technique que les intérêts, ou du moins ce qu'ils vont gagner, eh bien, ils ne suffiront même pas à rembourser les intérêts. Et au moment où on en arrivera là, ça va dire que les États-Unis seront en banqueroute. Et quand on voit cette courbe, eh bien, ça veut dire que personnellement, je vous le dis, le temps des Américains, de l'économie américaine est compté, hein, clairement. Parce que s'ils continuent cette voie-là, et en plus c'est de plus en plus rapide, hein, comme vous pouvez le voir, ça veut dire qu'il y a un jour, probablement plus ou moins proche, après une question de temps, hein, pas le boule de cristal, je ne sais pas quand vraiment ça peut se passer, mais si ça continue comme ça, on n'a pas pour 20 ans, hein. Clairement, il y a un moment où les Américains n'auront plus la capacité de rembourser leurs dettes, et là, ce sera la fin des haricots pour les Américains. Mais après, je vous rassure, nous, en France, on est dans la même situation. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est logique, hein, plus le montant de la dette grossit, plus les intérêts de la dette eh bien, sont élevés en fonction de la période géopolitique déstabilisée en plus et la politique des banques centrales au niveau de la hausse des taux directeurs. Ah, il y a ça également à prendre en compte. Et donc, plus on fait jouer le système, et plus c'est compliqué pour les gouvernements de rembourser leurs dettes. Voilà. Donc, c'est pour ça que tous ces éléments-là, et donc j'ai un dernier article pour la route, hop, pour vous montrer un petit peu pourquoi tout le monde se jette sur les crypto-monnaies. Après, on va faire la petite conclusion. Dernier article de Midi Libre, explosion de la dette en France. Là, je parle vraiment de la dette française. Comment la situation de la France pourrait devenir insupportable du jour au lendemain. Et ouais. Et donc là, je vous invite à voir ma petite vidéo sur que faire, hein, allez, en cas de d'effondrement de la société européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce que justement, aujourd'hui, on est dans le cadre, c'est plus une utopie, enfin, c'est plus quelque chose de dystopique ou d'imaginaire ou machin. Non, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est de plus en plus probable au fur et à mesure du temps, parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de crises. Donc on arrive de moins en moins à gérer et à solutionner les problèmes, comme on le voit avec nos gouvernements. Voilà. Bon. Donc, ce que je veux vous dire là, on va passer à la conclusion, les amis. Tac, tac, tac. Voilà. Et qu'on voit que c'est pas vraiment quelque chose au niveau de la démocratisation des crypto-monnaies. Et que donc, plus on a des crises du dollar, plus on a une crise des dettes, et plus les institutions, les entreprises et même les banques centrales, les gouvernements essayent de trouver des alternatives, des solutions quelque part. Or, d'alternatives, on n'a pas 36 millions. Hein. Il y a l'or et l'argent physique, mais l'or et l'argent physique, on ne peut rien faire avec, puisque c'est quelque chose qui n'est pas du tout pratique pour les échanges mondialisés, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas numériser de l'or. Hein. Et en fait, je dis une bêtise, si vous pouvez numériser l'or, ça s'appelle le Bitcoin, tout simplement. Donc c'est pour ça que Larry Fink,
Ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. C'est que s'ils misent aujourd'hui sur le Bitcoin, ils savent que les temps des monnaies fiat, du moins en Occident, sont comptés. Donc, à cause de la crise des dettes et de l'inflation également, qui cause la hausse des taux directeurs, et qui, elle, la hausse des taux directeurs pèse sur le remboursement de la dette des États, que tout s'emballe en fait. Comme vous l'avez vu avec la courbe de good value, vous voyez bien qu'avec la hausse des taux d'intérêt, boum, les charges simplement de la dette ont explosé. Donc s'ils n'arrivent pas à inverser la tendance là, rapidement au niveau de la hausse des taux directeurs, eh bien ça va continuer dans cette voie-là. Donc ça risque d'être de plus en plus dangereux, et à un moment, même s'ils rebaissent les taux directeurs, je pense que ça suffira même plus pour enrayer le problème, clairement. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons réunies, c'est pour ça que là, nous sommes à... Donc, c'est une bonne nouvelle, et en même temps, une mauvaise nouvelle hein, pour la société telle que nous la connaissons, pour l'aspect géopolitique des choses, hein, c'est clair. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie crypto, les amis, puisque on a l'aube du temps des crypto-monnaies, du Bitcoin, clairement. Voilà. Bon, bah sur ce, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de gens sur la chaîne, clairement. Et puis sinon, bah écoutez, je vous invite à la prochaine vidéo, je le ferai jeudi, je n'aurai pas le temps d'en faire d'autres entre-temps, plutôt charger le planning. Donc, je vous dis à jeudi prochain pour l'actualité crypto numéro 36, je crois. Allez, prenez soin de vous, bonnes vacances, hein, profitez bien, je vous fais la bise, ciao.